En termes de stabilité des sociétés à travers le monde, plusieurs analystes militaires estiment que les menaces principales, ce ne sont pas les guerres ni le terrorisme, mais les dérèglements climatiques à venir. Alors, le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à ces questions climatiques et diplomatiques pour tenter de vous éclairer sur les enjeux de cette conférence internationale sur le climat qui se tient en France début décembre. Aujourd'hui, je vais procéder à un rappel des conséquences du réchauffement que l'on observe déjà. Je vais vous parler de la méthode d'acquisition des données et voir ce qui a été tenté depuis une vingtaine d'années, en somme ce qui précède cette COP 21. D'abord, 2 petits rappels. Depuis environ 200 ans, la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, projette dans les couches basses de l'atmosphère des gaz. Une partie de ces gaz est captée par la planète du fait de sa biocapacité. Ce sont par exemple les puits de carbone que forment les forêts tropicales ou tempérées, mais une part des émissions reste coincée dans l'atmosphère, s'y concentre, formant ce que l'on nomme les gaz à effet de serre. Et dans les serres, il fait chaud. C'est bien cette rétention de chaleur qui permet la vie sur la Terre, une partie de la chaleur solaire y étant conservée. S'il n'y avait pas cet effet de serre, la température à la surface du globe serait autour de moins 18 degrés Celsius. La vie n'y serait donc pas concevable. Mais plus les années passent, plus ces gaz s'accumulent du fait des activités humaines et plus la température à la surface de la Terre augmente. Ce graphique nous montre bien la corrélation qui existe entre l'utilisation du charbon et du pétrole, les émissions de CO2 provoquées par leur combustion et l'augmentation de la température sur la planète. Entre 1880 et 2012, la température moyenne à la surface de la Terre s'est élevée d'exactement 0,85 degrés Celsius. Et les projections anticipent une augmentation de 2 voire 3 degrés d'ici 10, 20 ou 30 ans, peut-être même 4 degrés par rapport à 1850 d'ici 2100 dans les hypothèses les plus hautes. Quelles sont les conséquences de cette chaleur additionnelle? Voici les régions où entre 1986 et 2005, il y a augmentation des précipitations et celles où il y a diminution. Voilà maintenant la même carte, mais pour la période 2081-2100. Les zones humides vont devenir plus humides et les zones sèches vont devenir plus arides. Plus de chaleur entraîne mécaniquement un déplacement des espèces animales vers des altitudes et des latitudes plus élevées, du sud vers le nord dans l'hémisphère nord et du nord vers le sud dans l'hémisphère sud. Selon une étude de la revue Science, l'évolution de la distribution de l'habitat des espèces montrait une moyenne d'une montée de 1 mètre par an en altitude et une progression de plus de 1600 mètres chaque année vers les pôles. Il y a aussi un déplacement des maladies endémiques. En Colombie et au Kenya, une étude sur la malaria, conduite sur une période de plus de 10 ans par des géographes et des biologistes, a montré que lors des années chaudes, les cas de malaria à des altitudes élevées augmentaient. Il y a aussi la fonte des glaciers dans les Alpes, les Andes, dans l'Himalaya, ou encore celle des pôles. Regardez par exemple l'évolution de la banquise arctique entre 1980 et 2012. Et par ailleurs, dans la zone arctique, la fonte des sols gelés, c'est-à-dire le pergélisol, sans oublier la montée du niveau des océans et leur acidification. Très bien, mais comment en est-on arrivé à ces constats? On y est parvenu grâce à de nombreux relevés effectués par les chercheurs du GIEC, en anglais le IPCC. Le GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, est un organisme qui a été créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Ce n'est pas un laboratoire qui mène ses propres recherches, c'est un organisme qui doit faire la synthèse de travaux venant de laboratoires et de chercheurs du monde entier et de toutes les disciplines. Météorologues, océanographes, glaciologues, mathématiciens, hydrologues, géographes, sociologues, économistes. Et avant de faire un rapport, le bureau du GIEC lance un appel à auteurs. Pour le dernier, publié en 2013-2014, le GIEC a reçu 3000 candidatures et finalement, 833 auteurs venant de plus de 80 pays différents ont contribué à son écriture. 284 venaient d'Europe, 234 d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, des Caraïbes,
133 d'Asie, 68 du continent africain, 66 du sud-ouest Pacifique, 48 d'Amérique du Sud. Donc on le voit, même s'il y a diversification, les régions occidentales restent dominantes. Alors le GIEC doit rendre cette information sur le changement climatique accessible au public et aux décideurs politiques et économiques afin que ceux-ci mettent en place des solutions adaptées. Alors les solutions pour maîtriser ce réchauffement, en fait, cela fait longtemps qu'elles sont sur les tables. 4 ans après le début des travaux du GIEC, donc en 1992, a lieu ce qu'on appelle le sommet de la Terre, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio. Elle va regrouper 178 États et déboucher sur l'adoption d'une convention cadre sur le changement climatique qui s'appuie sur plusieurs principes. Celui de la responsabilité, les pays développés doivent être à l'avant-garde dans la lutte contre le changement climatique. Celui de précaution, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte à ne pas agir. La Convention ouvre une division du monde en deux, les pays développés et les pays en transition, soit l'ex-Europe de l'Est, dit de l'annexe 1, qui prennent l'engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et par ailleurs les pays en développement, qui eux n'ont pas d'obligation de réduction pour ne pas entraver leur développement. Sauf qu'il n'y a pas d'objectif de réduction quantifié. En fait, il faudra attendre 1997 et le protocole de Kyoto, qui fait accepter pour la première fois des objectifs quantifiés de réduction et des contraintes. Les pays économiquement forts s'engagent à réduire leurs émissions d'au moins 5% avant 2012 par rapport à 1990, mais avec d'importantes variations entre les pays. 6% de réduction pour le Japon et pour le Canada, 7% pour les États-Unis, 0%, soit une stabilisation pour la Russie et l'Ukraine, une augmentation limitée à 8% pour l'Australie. L'Union européenne s'est arrangée entre États membres pour arriver à une réduction de 8%, et là aussi on peut observer des différences. Le Luxembourg s'engage à une diminution de 28%, le Danemark, l'Allemagne de 21%, alors que la Grèce pouvait augmenter de 25% et le Portugal de 27%. Et pour les contraintes et les vérifications, c'est là que cela se complique, car les sanctions n'ont pas été clairement définies. Pour entrer en vigueur, un minimum de 55 États doit avoir ratifié le traité, et la somme des émissions de CO2 des pays de l'annexe 1 l'ayant ratifié doit être supérieure à 55% des émissions mondiales. Eh bien, le protocole ne rentrera en vigueur qu'en 2005. Or, on s'aperçoit rapidement que Kyoto n'est pas suffisant. En 1990, les émissions mondiales de CO2 étaient de 28,3 milliards de tonnes et l'objectif devait être de réduire les émissions de moitié, car 14 milliards de tonnes, c'est à peu près la quantité de dioxyde de carbone que peut absorber la Terre. Or, on mesure en fait en 2010 que les émissions de CO2 étaient de 37,6 milliards, soit une augmentation de 33% par rapport à 1990, et ce, malgré le protocole de Kyoto. Alors pourquoi? Certains États ont respecté leurs engagements, comme l'Union européenne, la Russie, mais ce n'est pas le cas des plus gros pollueurs. Les États-Unis ont signé le protocole, mais ne l'ont jamais ratifié. Le Canada s'est retiré du protocole quand il a vu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs. La Russie bénéficiait d'une marge énorme, car la réduction se faisait par rapport à 1990, lorsque son industrie était plus importante et était encore soviétique. La Chine, devenue depuis le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, n'était pas concernée, car elle faisait partie des pays en développement. Et regardez les premiers pays émetteurs de CO2 en 2012. La Chine est responsable de 25% des émissions, les États-Unis 14%, l'Europe 10%, et vous voyez les suivants sur la carte. Et parmi ces pays, seule l'Union européenne, la Russie et le Japon sont concernés par le protocole. Il faut donc un nouvel accord. En 2009, la conférence des parties se tenait à Copenhague, au Danemark, et elle devait permettre d'intégrer certains pays en développement dans ce mécanisme, à commencer par la Chine. Mais le sommet se solde sans engagement chiffré. Et depuis, les conférences de Cancun, Durban, Doha, Varsovie, Lima ont toutes pour objectif de préparer un accord
pour la conférence de Paris. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui, à la veille de cette COP 21. Deux constats se sont imposés depuis la conférence de Copenhague, il y a 6 ans. Premièrement, le changement climatique est une réalité. Tout le monde, ou presque désormais, s'accorde pour dire qu'il est d'origine anthropique et nous sommes presque tous désormais des climato-conscients. Deuxièmement, le changement climatique est un phénomène mondial. Même si les États industrialisés ont de fait une responsabilité historique, tous les pays devront faire des efforts, des compromis. Un accord doit être trouvé par et pour l'ensemble des États dans le monde. COP 21, cela veut dire 21e conférence des parties organisée par les Nations Unies. Dans notre prochain numéro, je vais vous parler de sa préparation, de la méthode de travail et de ses enjeux. Vous pouvez lire l'Atlas du climat aux éditions Autrement, et puis le livre Climat 30 questions pour comprendre la conférence de Paris aux éditions Les Petits Matins de Pascal Canfin et Peter Steim.